Donc oui, nous accueillons Laurent Aknin pour nous poser des questions sur les héros d'aujourd'hui, les héros d'hier ou les héros de toujours. Qui sont-ils et quel lien les unit? Et donc Laurent Aknin a accepté de répondre à l'invitation de Milena Salvini. Laurent est maître de conférences, associé... C'est fini Ah, ça, vous c'est n'êtes plus fini. à l'Université Paris 3. En Non, tout non. cas, il l'a été. Il est toujours critique à l'avant-scène cinéma. Ça, oui. Il est toujours passionné de la mythologie cinématographique, historien et critique, et auteur de plusieurs ouvrages sur le cinéma, dont L'analyse de l'image, cinéma et littérature, Mythe et idéologie du cinéma américain, Star Wars, une saga, un mythe, Cinéma bis, 50 ans de cinéma de quartier, Tolkien, Sir Christopher Lee, et je ne vous cite que le début de la longue liste de ses ouvrages. Mais pour commencer, permettez-moi de vous poser une question. Qu'appelle-t-on de nos jours les mythologies? Que regroupe-t-on sous ce terme, puisque s'agit-il des épopées, des mythes, des contes, le tout à la fois? Quand on lit Thucydide, on voit c'est une production d'apparat pour l'auditoire du moment. Claude Lévi-Strauss écrit dans son Anthropologie structurale, un mythe est perçu comme un mythe par tout lecteur du monde entier. Mais alors, c'est pas la même chose pour les épopées. L'épopée est une mémoire sociale qui permet la transmission de savoir, constitutive de la tradition, commémorative d'un héros du passé. Quant au conte, il a une fonction dans la construction de l'être. Alors, finalement, les mythologies aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un peu tout cela, évidemment, parce que depuis Strauss, mais surtout depuis Roland Barthes, finalement, on a pris l'habitude d'ouvrir le terme mythologie sur beaucoup d'autres choses qui... Alors, quand on parle d'un mythe, au départ, c'était un mythe de création, un mythe fondamental. Et les épopées, bien sûr, on les mettait à côté. Mais aujourd'hui, j'appellerais mythe ou mythologie un récit, mythos évidemment, qui est connu d'un très grand nombre, y compris de gens qui n'auraient pas vu le film, le récit, l'ouvrage, ou raconter complètement l'histoire en question. Ce que je veux dire par là, c'est que tomber dans le côté obscur de la force, ça fait partie du langage courant, y compris de gens qui n'auraient jamais vu un film de Star Wars, et il y en a. Finalement, les mythologies actuelles, pour moi, en dehors de toutes les classifications, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup classifier. Je trouve que le savoir et la transmission se fonctionnent beaucoup plus en réseau plutôt qu'en classification. Pour qu'un récit, pour qu'une œuvre, au sens large, soit appelée mythologique de nos jours, il faut que, évidemment, qu'elle soit connue, que ça transcende même le texte ou l'œuvre d'origine, ou le conte d'origine, ou le récit d'origine, et que finalement ça reprenne toujours les trois mêmes fonctions, qui, alors à des degrés divers selon les mythologies, mais enfin toujours trois fonctions qui se retrouvent. La première, c'est la plus classique, le mythe, c'est destiné à mettre de l'ordre dans quelque chose qui paraît en désordre, donc c'est destiné à donner des explications. Hein, un mythe, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'au commencement, Dieu crée. Pourquoi est-ce que le mal existe? Parce qu'il y a un côté obscur dans la force, Jeanne Padawan, et que s'il n'y a pas cette double polarité, voilà, et c'est pour ça qu'il y a le... Donc ça donne de l'ordre et des explications. Ça, c'est le premier stade. La deuxième fonction d'une mythologie, c'est ce que disait Barthes, c'est peut-être la fonction un peu réactionnaire du mythe, c'est la fonction consolatoire. C'est-à-dire, tu es malheureux, mais regarde cette pauvre Lady Diana, regarde cette pauvre Jackie Kennedy. Je parle de ces deux personnages parce que depuis longtemps, elles sont passées dans le registre de la fiction et qu'il y a un film sur Jackie Kennedy, une nouvelle version qui va sortir d'ici quelques semaines, qui est très intéressant. Donc, tu vois, même quelqu'un comme qui est au sommet, qui a tout, est malheureuse. Donc, toi, tes malheurs à toi, c'est pas grand-chose. Ça, c'est la fonction consolatoire du mythe. Et puis la troisième, bien sûr, c'est la fonction d'exemplarité. C'est-à-dire que, en suivant l'histoire de quelqu'un dans une histoire mythologique, ce personnage devenant lui-même un mythe, eh ben, on peut, par le processus d'identification, trouver
peut-être une raison, un chemin de vie, une morale, mais au sens éthique du terme, pas au sens de la morale, mais au sens de l'éthique, qui permet de trouver un chemin de vie. Par exemple, un cas classique, si on comprend Oedipe, on comprend pourquoi on peut avoir certains tourments, certaines névroses qu'a montré Freud, sauf que maintenant, la théorie freudienne est devenue elle-même mythologique. Et que c'est inclus dans le trajet d'Oedipe quand on parle d'Oedipe. On ne peut pas seulement parler d'Oedipe uniquement de Sophocle, on doit aussi parler de Freud et de voir comment maintenant Oedipe fonctionne pour nous, dans notre imaginaire, pour nous aider à comprendre. C'est un exemple. Mais bien sûr, ça peut être aussi Luke Skywalker ou ça peut être Jim Hawkins. C'est un peu toujours la même fonction. C'est ce qui est connu de tous, en tout temps, en tout lieu. C'est ça. Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent, qui a lu Cervantes vraiment? Je veux dire, ou même qui a vu un film sur Quichotte. Mais tout le monde connaît cette figure. Tout le monde qui, à un moment donné, allait en vacances en Espagne, revenait avec un Don Quichotte et un Sancho Panza en bois pour mettre sur son radiateur. Alors que, qui vraiment, parmi ces gens-là, y compris moi, ont lu entièrement les deux Don Quichotte. C'est pas si nombreux que ça. Par contre, le mythe du Quichotte, du chevalier à la triste figure, lui, fonctionne et fait encore partie justement de ce processus qui est fondamental, qui est celui de l'imaginaire. Parce que notre processus imaginaire fonctionne à partir de mythes et d'archétypes et produit de nouvelles histoires. Et c'est ce cycle-là qui est intéressant à étudier. Et ça part bien sûr de l'histoire orale. Enfin, j'espère. La première histoire orale, c'est les histoires que les parents racontent aux enfants, finalement. Et puis, qui ensuite se transforment, se transmettent, s'écrivent, se mettent par écrit, se mettent au cinéma, se mettent à la télévision, se mettent dans les jeux vidéo et reconstituent un imaginaire. Donc, ça voudrait dire qu'on parle essentiellement des héros ou des figures héroïques. Pas forcément. La figure du héros, bien sûr, est fondamentale parce que pour qu'il y ait une histoire, pour qu'il y ait un récit, il faut qu'il y ait un personnage. Et généralement, ce personnage principal va avoir une geste héroïque. Par contre, il peut y avoir aussi des topoi, des lieux qui vont être eux-mêmes chargés de signification et de mythologie. On parlait juste avant le début de cette petite conférence d'un film que j'aime beaucoup, d'après un roman pour adolescents qui s'appelle The Maze Runner, Le Labyrinthe. Là, c'est la figure du labyrinthe qui est le centre du mythe. Parce que le labyrinthe, c'est... Alors bien sûr, on revient à l'origine. Le labyrinthe, c'est construit pour dissimuler le Minotaure. Là, vous connaissez l'histoire, hein, bien sûr. Dédale qui construit le labyrinthe, le Minotaure au centre, Thésée qui arrive, Ariane qui va l'aider, le coup de la ficelle, bien joué. On tue le Minotaure, qui était une bête vraiment extrêmement symbolique. Bon, mais il y a l'histoire du labyrinthe. Alors, le labyrinthe, ça a été repris tellement de fois ensuite. Alors, parmi les œuvres récentes, je veux dire récentes du XXe siècle, Le Nom de la Rose, la bibliothèque labyrinthe, Shining, le jardin labyrinthe à l'extérieur qui permet à Danny finalement de triompher de son père qui est possédé. Et puis ce film que je trouve génial, cette histoire que je trouve géniale, dans lequel des adolescents, tous des garçons, se retrouvent un jour, progressivement, un par un, dans un champ clos, où ils doivent rester seuls. Alors ils doivent organiser eux-mêmes une société pour survivre. Donc comment est-ce qu'on organise une société quand on est adolescent, les rapports de pouvoir, les spécialisations. Et ils sont entourés par une palissade. Et cette palissade ne s'ouvre qu'une fois par jour. Ils essayent de trouver la sortie, sauf que de l'autre côté de la palissade, c'est là que se trouve le labyrinthe. Et ils essayent de sortir du labyrinthe avant qu'il ne se referme, et qu'avant, quand il se referme, c'est la nuit, et là, il y a des monstres dans le labyrinthe. Alors, il faut qu'ils courent pour revenir dans leur territoire avant que les portes ne se referment avant la nuit. L'idée est géniale, parce que c'est le mythe inversé. C'est eux qui sont au centre, c'est plus le Minotaure. Et c'est le labyrinthe qui fait le tour. Mais quand on voit un mythe inversé, un reflet, un négatif, c'est toujours, bien sûr, par opposition à quelque chose d'existant. Et cette mémoire-là, même si elle se transmet, si elle est toujours la même. Donc ça peut être pas forcément un héros, mais un lieu, ou un topoi, ou un dispositif. Oui, mais on est quand même d'accord que le lieu est mis en valeur par justement l'épreuve qu'il représente pour le héros. Bien évidemment. Bien évidemment. Le lieu n'a d'importance que s'il y a un héros qui le traverse. Mais
actuellement, j'ai l'impression que Thésée est moins connu que le labyrinthe. Et c'est le labyrinthe qui a pris le champ. Mais le héros, lui, bien sûr, a une fonction fondamentale, puisque c'est à lui que revient la fonction d'exemplarité. Et c'est à lui que, finalement, dans un récit, on va s'identifier. Alors justement, ces fameux héros. Oui. Ces héros, Jean de Rive nous disait dans son livre à propos de l'épopée, qu'ils soient épiques ou mythiques, de toute façon, ils ont valeur d'exemplarité, c'est-à-dire la bravoure, la vaillance, la force. Et le parcours marque forcément l'histoire de la société, ou en tout cas influence les comportements. Souvent, ils appartiennent à la condition humaine ou s'en rapprochent. Ils sont incomplets. Ils partent en quête. Et lorsqu'ils reviennent, ils sont des êtres accomplis et fédérateurs. Leur parcours les engage ensuite, d'ailleurs, à partager leurs acquis avec leur entourage, avec leur société. Bon, ça dépend là où ils sont. Alors, ces héros contemporains, en quoi défendent-ils ces valeurs ? Non, mais il ne s'agit pas seulement des héros contemporains, c'est la figure du héros. Ça, c'est ce que dit. Non, mais quel que soit, même si c'est un héros. Mais les défendent-ils toujours ? Parce bien sûr. On n'est plus dans les mêmes sociétés que lorsqu'on était dans les histoires légendaires patrimoniales. Alors, est-ce qu'ils s'en inspirent ou est-ce que justement il y a une transposition, une autre façon de les concevoir, de les visiter ? C'est-à-dire que le héros, je dirais, on a souvent tendance à comparer d'un côté le héros, entre guillemets, moderne, puis le héros antique, celui des origines. Mais non, il y a une succession de héros dans la littérature, dans l'imaginaire, qui à chaque fois représente son temps, mais qui à chaque fois aboutit aussi à une forme d'universalité. Juste pour le plaisir, je l'ai photocopié juste avant de venir, parce que pour moi, ça représente exactement ce dont on parle. Je vous lis simplement un paragraphe, je l'ai fait juste avant de partir en reprenant mon bouquin, mais juste un paragraphe. Monsieur Trelawney, le docteur Livesey et d'autres gentlemen m'ont demandé de relater par écrit toute l'histoire de l'île au trésor, sans rien laisser dans l'ombre, sauf la position exacte de l'île en raison des trésors qui s'y trouvent encore. En ces temps de grâce 1700, je prends donc la plume pour me reporter à l'époque où mon père tenait l'auberge de l'amiral Bembo, et plus précisément au jour où un vieux loup de mer, allé et balafré, devint notre pensionnaire. Moi, j'adore. C'est bon. D'abord, l'île au trésor est le plus beau roman du monde. Bon, partons de ça. Ensuite, l'idée là qui est géniale, c'est que Jim Hawkins, adulte, a déjà raconté son histoire. Il l'a vécue et on lui demande de la mettre par écrit pour qu'elle reste, justement. Donc on passe de l'histoire orale à l'histoire écrite, alors que l'histoire a déjà eu lieu. Et toute la geste du héros, c'est ça. Maintenant, Jim Hawkins, quand il prend la plume, c'est déjà un homme, on le sait. Il partage son expérience. C'est ce qu'on vient de dire. Et toute son histoire qui est celle... Alors, Jim Hawkins, est-ce qu'il y a un héros plus mythique que Jim Hawkins ? Enfin, qui n'a pas lu l'île au trésor ? J'espère que tout le monde a lu l'île au trésor. Jim Hawkins, si on prend son parcours, c'est le héros typique, classique. C'est le même que beaucoup d'autres. C'est-à-dire, et là, on peut regarder comment il fonctionne. L'aventure lui tombe dessus sans crier gare. Il part avec des gens pour l'accompagner. Il va vivre tout un nombre d'épreuves. Il va gagner. Il va même subir presque une épreuve de mort, puisqu'il va être sévèrement blessé. Il va être tenté par le côté obscur, donc John Silver. Il va trouver l'objet de sa quête. Il va revenir. Il va partager. Mais ensuite, sa vie aventureuse va s'arrêter là. C'est le schéma classique du héros. Aujourd'hui, le héros moderne, j'aime pas du tout le héros moderne. Ça veut rien dire. C'est le même. Prenons Harry Potter. Harry Potter, un jour, il est chez lui, il est malheureux, et puis il reçoit un message, il faut que tu ailles là. Quoi ? Mais non, je peux pas. Enfin, voyons.
Et il y va, il n'est pas rassuré, et puis il va commencer à vivre toute une série d'épreuves qui vont le faire finalement devenir, à la fin du dernier épisode, un homme marié, et puis ses aventures à lui vont s'arrêter là. La structure elle-même, quelles sont les valeurs? Est-ce qu'il y a des valeurs qui vont changer? Finalement, pas vraiment. Ça va être adapté d'un monde à l'autre. Luke Skywalker, il connaît rien de ses origines. Il est tranquillement chez lui. Tout ce qu'il veut, c'est devenir pilote, comme ses copains. Mais non, ses parents adoptifs, je reviendrai là-dessus, veulent qu'il reste encore pour la récolte. Et puis, il y a R2D2 qui arrive, il ne s'y attend pas, il reçoit le message de la princesse Leia, et finalement, sa famille est exterminée, il n'a plus rien, il n'a plus le choix. Obi-Wan Kenobi, il va lui servir de mentor, comme le docteur Livesey, comme Dumbledore, et il va devoir partir. Bon. Que ce soit l'île au trésor, une aventure qui se passe au XVIIIe siècle, que ce soit Harry Potter au XXe siècle ou Star Wars qui se passe normalement il y a très longtemps, on a toujours le rapport au temps, et finalement, à l'époque donnée, est très très flou dans les vrais récits archétypaux d'aventure. L'époque en elle-même, l'époque de production d'un récit peut-être, mais l'époque où se passe le récit beaucoup moins. Et bien sûr, on peut faire une analyse des situations géopolitiques d'une époque quand on voit, je veux dire, le décor général d'une aventure, mais finalement, ça reste superficiel par rapport à l'archétype du Alors héros. peut-être au cinéma, mais pas forcément dans la littérature orale, en réalité, parce qu'elles expriment toujours quelque chose des sociétés, et un héros d'épopée notamment, va exprimer quelque chose qui va être de sa propre société, ce qui ne vaudra pas forcément pour la société d'à côté, mais qui pourra reconnaître les valeurs défendues. Donc maintenant, ce qui serait intéressant de regarder, c'est en quoi est-ce que les héros, par exemple, que vous venez de citer, peuvent-ils exprimer quelque chose des sociétés dans lesquelles ils évoluent. Parce qu'ils sont nés dans un temps donné, dans un lieu donné, et pour autant, ceux que vous citez sont valables, sont souvent nés aux États-Unis, mais sont tout aussi valables ici, et sont valables tout autant en Asie, et sont connus en Afrique. Et oui. Donc, même si les héros d'épopée sont reconnus dans chaque pays, l'universalité du héros n'est pas forcément du même ordre. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, dans ces mythologies, ce qui est intéressant dans le cinéma, pour dire les choses, hollywoodien, c'est que, pour dire les choses comme elles sont, depuis déjà quelques années, quelques dizaines d'années, 20 ans à peu près, 20-30 ans, le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell fait partie du bréviaire de tout scénariste débutant pour faire un récit d'aventure. Donc, c'est un peu la question de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire, est-ce que les films ressemblent au schéma de Campbell? Alors, je précise, Campbell a mis en évidence dans les années 40 une sorte de structure récurrente du trajet du héros. Il met... alors, selon les versions d'analyse qu'on peut faire de son travail, c'est 5 étapes principales, ou bien plutôt 12. Bon, lui, c'est 12, mais je pense qu'il a voulu tordre un petit peu pour aboutir au chiffre 12, parce que c'est tellement parfait comme chiffre que bon, ça marche mieux que 11 ou que 13, quoi, voilà. Mais bon, l'idée de base, quand même, de Campbell, c'est de dire que depuis les héros de l'Antiquité, Antiquité gréco-romaine, voire même quand même égyptienne et ou biblique, étant donné quand même des croisements entre les récits égyptiens et les récits de l'Ancien Testament pour des raisons évidentes, gréco-romaine et puis jusqu'aux héros scandinaves et puis contemporains, il y a une structure qui se répète toujours. Peut-être citer les 5 points, en tout cas fondamentaux, qui est l'appel à l'aventure, d'abord. Alors, avant même ça, le fait que le héros soit un orphelin ou un adopté. Oui, enfin, s'il se place sur des grandes œuvres littéraires connues, pas forcément, là, pour le coup, puisque... Jim Hawkins... Oui, d'accord. Son père. D'accord, mais si on se place sur lui, c'est ce qu'il appelle le monomythe. Oui. Et il s'inspire quand même de récits de la littérature
et ils ne le sont pas forcément. C'est-à-dire que leur ascendance peut être mystérieuse, mais il y en a certains. Par exemple, Ulysse est un chef d'État. Mais Ulysse n'est pas, à proprement parler, je vais dire que c'est pas un héros classique. C'est-à-dire que Ulysse, la geste d'Ulysse, elle se développe quand même sur deux récits différents. L'Iliade, où il a un rôle secondaire mais fondamental, pas chez Homère, notez bien, parce que je rappelle que c'est pas dans Homère qu'il y a le coup du cheval de Troie. C'est ensuite chez les Latins qu'on le fait intervenir là-dessus. Donc c'est une autre tradition. Et ensuite, dans l'Odyssée, c'est un peu une autre structure. Et à ce moment-là, il a perdu sa famille, puisque tout ce qu'il veut, c'est la retrouver, justement. Mais dans la plupart des structures de récits, alors, je veux dire, les héros qui sont soit orphelins, soit qui sont dans l'ignorance de l'origine et qui sont adoptés par une famille de substitution. Mais ça remonte au roi Sargon d'Akkad, c'est Moïse, c'est Oedipe, et ça va jusqu'à Harry Potter, Luke Skywalker, tous. Ça, il y a toujours un problème. Ça, c'est l'étape 2, parce qu'en fait, l'étape 1, ils ont quand même une ascendance ils sont marqués dans une lignée. Même pas forcément. C'est-à-dire que Luke Skywalker, oui, il va comprendre sa lignée. Harry Potter aussi, il va comprendre sa lignée. Dans certains cas, non, ce ne sont pas forcément toujours de haute lignée, si ce n'est que, par exemple, dans la geste de Hercule, qui est également un héros quand même fondamental. Hercule, c'est un bâtard. Somme toute, c'est le fils de Zeus et c'est le cas de Harry Potter. Voilà, c'est ça qu'on entend, c'est que même s'ils sont orphelins ou adoptés, ils sont, si vous voulez, ils sont pas nés de la dernière pluie. Ordinaires. Voilà. Ils sont quand même enfants. Ils sont issus de père et de mère, même si ce n'est que génétique, mais en tout cas inscrits à ce moment-là. Dans une tradition remarquable. Oui, mais dont ils ont parfois eux-mêmes l'ignorance. Justement. Oui, ça, oui. Et oui, et c'est ça toute l'histoire, c'est que en même temps qu'ils vont recevoir ce numéro 2 qui est l'appel de l'aventure, dont ils ne veulent pas généralement. Alors généralement, ils freinent des cas de fer. Un héros, avant de partir à l'aventure, généralement, c'est mais non, c'est Bilbo Baggins qui reçoit Gandalf et qui mais quoi, moi partir à l'aventure avec non mais pas question, je ne veux pas, et en plus le dîner est prêt, non l'aventure très peu pour moi. La plupart du temps, il résiste, et toujours dans les schémas campbelliens, ils vont avoir justement un mentor. Alors là, pour le coup, oui, on se retrouve avec Ulysse. Mais ils vont avoir un mentor, un guide. Alors c'est Dumbledore, c'est Gandalf, c'est Merlin, bien sûr, dans le cas de Arthur, qui lui-même ne sait pas quelle est son origine. Enfin, là aussi, dans le roi Arthur, il a une geste très intéressante. Et ils vont partir presque malgré eux à l'aventure. Et c'est là qu'il va y avoir une série d'épreuves. La dernière étant souvent, à un moment donné, une sorte de mort imminente, un péril de mort imminente. Ils vont accomplir leur quête et, dernier point mis en relief par Campbell, qu'on oublie parfois, ils reviennent. Ils sont de retour. Il y a toujours il faut qu'il y ait la phase du retour. Parce que s'il n'y a pas le retour, la quête n'a servi à rien. Il faut qu'il y ait le retour pour qu'ils puissent... Voilà, pour qu'ils soient eux-mêmes complets. C'est au retour qu'ils sont complets. Et d'ailleurs, au passage, regardez dans Le Seigneur des Anneaux, je veux dire, Tolkien est quand même un génie, parce qu'il a tellement compris ça que Frodo n'arrive pas à revenir. Il rentre dans la comté de Shire, mais il est malheureux, il est mal à l'aise. Il dit, je ne peux pas. Et pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il n'a pas accompli sa quête. C'est pas lui qui a détruit l'anneau. C'est pas lui. Celui qui a détruit l'anneau, c'est Gollum, accidentellement. Et finalement, quel est le vrai héros? Le héros fondamental, le vrai héros du Seigneur des Anneaux. C'est celui qui part sans le vouloir faire exprès à l'aventure et qui finalement fait toute la quête de l'anneau et qui rentre chez lui, qui se marie et qui va devenir maire de la comté pendant... C'est Sam.
Et c'est lui le héros, le vrai. Et voilà, en fait, ce sont comme les traversées. En fait, c'est quand on traverse ces mondes-là que tout d'un coup, on est véritablement le héros, celui dont on se souviendra, ou alors qu'on perd son statut de C'est ça. héros. Oui. C'est ça. Et Sam rentre chez lui et il dit la même chose que Bilbo. Well, I'm back. Ça y est, je suis de retour. Et là, ils peuvent transmettre ensuite à ses enfants, aux autres, son héritage qu'on voit dans les appendices de Tolkien. Et ça, c'est vraiment fondamental, parce qu'à quoi ça sert d'être un héros si il n'y a pas le partage, il n'y a pas le transfert, il n'y a pas l'expérience. Et ça, alors ça, c'est commun dans toutes. Alors là, ça ne dépend pas d'un état de société. C'est les valeurs que le héros ramène, c'est sa fonction. C'est sa fonction d'exemplarité et sa fonction de passeur aussi de certaines valeurs et de transmission. C'est aussi à ça. Le héros va servir d'exemple aux autres, aux lecteurs, aux auditeurs et à ceux de son entourage, et il va transmettre les valeurs qu'il n'avait pas au départ et qu'il a fini par comprendre au fur et à mesure de son aventure. Pendant son aventure, il va comprendre deux choses. Généralement, il va comprendre qui il est. Quand il est d'ascendance biscornue, il va prendre possession de son héritage, précisément. Et ça, c'est pour lui. Et puis, pour les autres, il va transmettre justement ses valeurs en étant un exemple, un modèle. Il va raconter ce que fait Jim Hawkins. Il va mettre par écrit. Mais il ne va plus bouger. Généralement, une fois que l'aventure est terminée pour le héros... Il reste dans le cadre de la transmission. Il reste dans le cadre de la transmission. Et encore une fois, je reviens sur l'île au trésor parce que Stevenson, pour moi, a tellement compris ça. N'oublions pas que pour Jim Hawkins, il le dit à la fin du roman, jamais plus il ne veut entendre parler de cette île. Il le dit. À la fin, il dit jamais plus. L'île au trésor, quand elle apparaît, c'est dans ses cauchemars. À la fin du roman, il le dit jamais plus. Je ne suis plus jamais retourné sur les trésors. Et jamais plus je ne retournerai dans cette île maudite. Et elle apparaît dans mes plus mauvaises nuits. J'entends parfois le cri du perroquet du Captain Flint qui crie Piece of eight, des pièces de 8. Et pour lui, c'est un cauchemar. Donc l'aventure pour le héros, il faut bien le voir aussi, c'est pas une partie de plaisir, quoi. C'est au premier du terme, c'est une épreuve. Il est contraint. Eh oui, il est contraint de partir à la connaissance. C'est ça. À sa propre conquête, en même temps que sa quête, et de travailler pour un bien commun, ce qui n'était pas forcément son objectif au départ. Pas du tout. En fait, il n'avait quasiment pas d'objectif. Je veux dire, quand, par exemple, dans la quête de la toison d'or, par exemple, qui est un des motifs les plus célèbres, avec toute la symbolique de la toison d'or, le fait d'aller, l'expédition des Argonautes, avec Hercule qui en fait partie pendant un moment, mais pas entièrement. Jason, il va d'abord réaliser, alors qu'il ne le savait pas, qu'il est l'héritier d'un royaume. Alors déjà, ça lui tombe dessus, il ne savait pas. Ensuite, il va pour le réclamer, mais pour le réclamer, on lui impose une épreuve. C'est un piège. Mais il va quand même le faire. Et donc, contraint il va partir à l'autre bout du monde, en Colchide. Je veux dire, c'est immense pour trouver la toison d'or. Et puis, il va rencontrer Médée. Vous connaissez le mythe de Médée, qui est un mythe en lui-même. Il va y avoir une tragédie sur Médée. Alors, ça va être encore une autre histoire. Il va partir, il va laisser Médée. Alors, Médée, du coup, va être elle-même tellement désespérée, vous connaissez le mythe, qu'elle va tuer ses propres enfants qu'elle aura eus avec Jason, ce qui aura valu un très beau film de Pasolini et une transcription fantasmatique extraordinaire dans un film qui s'appelle Les Autres, avec Nicole Kidman, qui est un film de fantôme. C'est seulement à la fin qu'on comprend que Kidman est un fantôme, que les enfants aussi, et qu'en fait, elle a tué ses propres enfants parce que son amant était parti à la guerre. Et à la fin d'un film fantastique, on se comprend que c'est le mythe de Médée qui a été revisité, ce qui est extraordinaire. Jason repart, va récupérer son royaume, mais tellement différent de quand il est parti qu'il va devenir un autre prince, quoi. Et ça, c'est encore... et on parle encore de lui. Alors, dans le voyage du héros, justement, tout à l'heure, vous nous parliez du surnaturel et des adjuvants. Le surnaturel, alors aujourd'hui, on est dans un monde. C'est très difficile de parler du surnaturel parce que souvent les héros vivent dans un univers dans lequel le surnaturel fait partie du quotidien. Donc c'est le surnaturel pour nous, mais pas pour eux.
D'accord? Quand c'est un univers de fantasy avec un grand F, le surnaturel fait partie du quotidien. Je veux dire, les hobbits ne sont pas plus étonnés que ça que de voir un magicien comme Gandalf, de rencontrer des elfes, même si Sam n'en avait jamais vu, parce que c'est l'univers de la Terre du Milieu qui est comme ça. Le plus grand étonnement de Sam, c'est de voir un oliphant, c'est-à-dire sûrement qui ressemble à un mammouth, à une bête de l'ancien temps qui est encore survivante. Mais ça ne surprend pas de voir le futur dans le miroir de Galadriel, par exemple. Donc, pour nous, c'est surnaturel parce que le propre du mythe, d'un récit mythologique, c'est de créer ce que Tolkien appelait justement un univers second. Un univers second, c'est-à-dire pas dans le passé, pas dans le futur, mais décalé, autre. C'est l'espace du mythe dont parle Eliade, hein, bien évidemment, l'espace sacré, le temps du mythe. Donc, tous les films d'heroic fantasy reposent là-dessus, mais finalement, n'importe quel récit mythologique crée un univers second qui va avoir ses propres règles. C'est pour ça que c'est très drôle quand on voit un film de super-héros contemporain, parce qu'on comprend qu'il y a deux univers seconds maintenant qui sont créés, qui sont vraiment séparés. Il va y avoir l'univers de DC Comics, parce que c'est des questions de droit, de licence. Alors, il va y avoir l'univers des DC Comics, c'est-à-dire l'univers où il y a Superman, où il y a Batman, où il va y avoir bientôt le League of Justice, où il y a Wonder Woman, bientôt, qui est une héritière des Amazones, qui va arriver. Et il y a un autre univers second, qui est celui de Marvel, c'est celui des Avengers, au sens large, donc avec Thor, avec Captain America, avec Iron Man. Et par exemple, il y a un gars qui m'a beaucoup fait rire dans Ant-Man, l'homme fourmi. On lui demande de faire une mission et il dit non, adressez-vous aux Avengers, moi c'est pas ils seront plus qu'affiliés. Alors qu'on les voit pas les Avengers dans l'histoire, mais simplement on comprend que dans cet univers-là, c'est l'univers où il y a aussi les Avengers. Mais là où ça devient très intéressant et très amusant pour moi, c'est quand je vois dans des films de super-héros, donc qui, on va dire, qui sont un peu de la science-fiction au sens large, bon, de revoir des structures mythologiques, des figures iconiques qui reviennent de tellement loin. Regardez par exemple Iron Man. Iron Man, le premier film, c'est Tony Stark. Tony Stark, lui, il a déjà son ascendance, ça va pour lui, il est multimilliardaire, parce qu'il est l'héritier. Là, il a un gros problème oedipien, Tony Stark. Il a une figure paternelle qui est un inventeur lui-même de génie, qui l'écrase complètement. Donc lui, c'est un playboy, génial. Il a vraiment un don incroyable pour tout ce qui est invention, mais il est totalement cynique, blasé, il n'a aucune valeur morale. Et un jour, il fait une démonstration d'une arme surpuissante, qui s'appelle Jericho, bonjour, et il est kidnappé. Et il est kidnappé par une espèce de force terroriste internationale. On le met dans un camp où il y a 15 langues différentes, c'est une vraie tour de Babel. Et il est dans une grotte. Je dis bien dans une grotte. Il y a un autre prisonnier qui va être son mentor, qui va lui expliquer quand même 2-3 trucs de morale, qu'il pourrait faire quelque chose de mieux. Et alors qu'il est obligé par les terroristes, évidemment, enfin ceux qui l'ont kidnappé, de construire un missile, il en profite pour construire sa propre arme, ce qui va devenir son armure. Et il y a un plan extraordinaire où on le voit au feu, une forge, quasiment torse nu, avec un maillet, en train de forger son arme. Siegfried. Le plan de Siegfried, dans l'antre du dragon, dans la caverne, en train de marteler son arme. Et je ne pense pas qu'ils aient dit tiens, on va mettre Siegfried on va faire un plan de référence. Je vais dire, c'est très beau, mais et plus drôle encore, la première armure d'Iron Man est brune parce qu'elle est en plomb. Et ensuite, il va la perfectionner, elle va devenir rouge et or. Et là, on va dire, es-tu sérieux là? Tu me fais les 3 couleurs classiques du travail alchimique, de la force, de la Tanor, de Siegfried, de tout. Tout cela, c'est pas par. Alors, je ne sais pas si c'est par hasard ou pas. Je me dis que de toute manière, ça y est. Et quand il y a des motifs
que je dirais, alors là, confère Jung, bien sûr, et Durand et les autres, archétypaux, pour dire que la force de l'imaginaire repose sur des archétypes évidemment ancestraux, sinon ce ne seraient pas des archétypes, archés, anciens, c'est flagrant, c'est évident. Et c'est très amusant. C'est très amusant parce qu'on permet de voir comment, justement, la geste héroïque, toujours, se transforme pour... Votre question, qu'est-ce que ça dit sur nos sociétés? Bah oui, un héros qui se fait enlever par des terroristes qui veulent lui faire fabriquer un missile pour menacer les États-Unis et toute l'humanité, ça, c'est bien de nos jours. Ça, on ne peut pas trouver plus d'actualité. En plus, c'est un marchand d'armes, un fabricant d'armes, Tony Stark. Donc, c'est vraiment, on est en plein dans notre problématique début du 21e siècle. Très bien. Et ben, dans cette aventure typique 21e siècle, on a Siegfried qui revient, et on a les couleurs traditionnelles de l'alchimie, qui correspondent bien sûr à son évolution intérieure, puisqu'il va changer, il va devenir quelqu'un un justicier, un super-héros, et non pas quelqu'un de cynique. Et la couleur de son armure correspond à son évolution spirituelle. C'est quand même très beau, quoi. Et ce sont des archétypes que l'on retrouve dans une histoire d'aujourd'hui. Merci. Tout à l'heure, vous avez mentionné des héros type Wonder Woman, etc. Et c'est ce qu'au cinéma, vous appelez des super-héros. Dans la littérature orale, on a des héros. Mais avons-nous des super-héros? Alors, pourquoi le besoin de surqualifier le héros pour ces personnages-là? Ça vient de l'histoire de la bande dessinée. Au départ, le super-héros, c'était un héros puissance plus, justement, dans les comic strips. Ça remonte aux années 30, l'expression super-héros. C'est à l'époque du New Deal, de la crise économique, donc il fallait remettre du super pour... donc ça vient de là. Et aussi pour le distinguer du héros ordinaire, parce qu'un héros ordinaire, je sais pas moi, D'Artagnan, va être très bon à l'escrime, mais ne va pas avoir un super pouvoir qui lui viendrait soit d'un costume, soit d'une capacité physique qu'il aurait spécifiquement et qui va le distinguer. Mais c'est là aussi où ça devient très, très drôle. Finalement, le premier super-héros de l'histoire, orale, puis écrite, c'est quand même Hercule. Justement, alors son costume a inspiré pas mal de costumes des super-héros. Déjà, quand on emmène des enfants au Louvre et qu'on leur explique, reconnaissez Hercule, on va leur expliquer, c'est simple. Hercule, il a une massue, une peau de lion. C'est le premier costume de super-héros. Enfin, voilà, c'est de même qu'on reconnaît Pallas Athénée à son casque, mais elle, c'est une déesse. Hercule n'est qu'un demi-dieu, c'est-à-dire que c'est aussi un humain. Or, tous les super-héros sont quand même, mis à part Thor, et encore c'est ambigu, sont des humains. Sauf Superman. Ça, on pourra y revenir parce que lui, c'est un cas vraiment spécial. Mais la quasi-totalité des super-héros sont des demi-dieux, en ce sens que ce sont aussi des demi-humains. Ils ont gardé une part d'humanité. Donc, ce sont des héros avec des super, avec du plus, mais c'est ça qui les différencie d'un héros ordinaire. C'est la différence entre Spider-Man et Jim Hawkins, pour dire les choses comme elles sont, quoi. Deux héros adolescents, sauf que Jim Hawkins n'a strictement aucun super pouvoir, mis à part son grand cœur, sa bonne volonté, et sa jeunesse, et son courage, alors que... Peter Parker, lui, il a tout ça, mais en plus, il s'est fait piquer par une araignée, ce qui fait qu'il a des super pouvoirs. Et est-ce que les enjeux qu'ils ont et les épreuves qu'ils ont à franchir sont des super épreuves? Et en tout cas, des super enjeux pour les sociétés. Là, ce qui est mis en jeu par les scénaristes, est-ce qu'effectivement, ça a aussi valeur d'avoir cette surdimension? Oui, bien sûr, parce que à super-héros arrivent des super problèmes, évidemment. Pas pour eux. Pour eux-mêmes, individuellement, c'est toujours le même problème du héros, c'est-à-dire le développement et l'accomplissement et la réunification de sa personnalité. Je veux dire, les super-héros sont souvent des grands schizophrènes, sinon ils ne mettraient pas des masques, ils ne prendraient pas des pseudos. Enfin bon. Donc il faut déjà... Le fait d'être un héros, c'est pour eux une phase de reconstruction. Et puis, comme tous les mythes, ils sont destinés à mettre de l'ordre. Alors, bien sûr, dans les enjeux
qu'ils vont avoir, de nouveau, on va revenir à quelque chose qui correspond à une société avec des super problèmes. Je pense que le plus beau film de super-héros qu'on ait vu ces dernières années, ça a été quand même dans la trilogie Dark Knight, Batman, de Christopher Nolan, dans le deuxième, dans lequel Bruce Wayne, Batman, est confronté au Joker, qui, là, représente le mal abstrait absolu. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'identité. Dans cette version-là. On ne sait pas d'où il vient, il n'a pas d'empreinte digitale, on ne le trouve nulle part dans les documents ADN, on ne connaît pas son vrai nom. Il vient littéralement de nulle part et il vient uniquement, il le dit, pour déclencher le chaos, pour mettre du chaos. Et bien sûr, c'est la représentation fantasmée de tout le mouvement terroriste qui commençait à apparaître, notamment avec, il fait un chantage incroyable où 2 bateaux remplis de passagers, un de prisonniers et l'autre de passagers, sont piégés mutuellement, et le premier qui appuie pour faire sauter l'autre, ça fait qu'ils vont être épargnés, parce que sinon, c'est les autres qui vont appuyer sur la bombe avant, sans que Batman n'intervienne, les 2 bateaux décident aucun des 2 ne va appuyer. Et le Joker dit il faut vraiment tout faire soi-même dans ce monde, et il va essayer de refaire le coup. Donc ça prouve que dans ces films-là, mais le super-héros n'est qu'un vecteur d'un conflit moral qui dépasse même sa propre personnalité. Mais dans tous les cas, dans ces mythologies, l'idée, c'est que le super-héros, bien sûr, est le produit de son temps. C'est pour ça que certains héros antiques ou modernes disparaissent. Parce qu'on parle des mythologies, un mythe n'est un mythe que quand il est vivant. Il y a des mythes qui meurent. Je veux dire, on connaît Achille, on connaît Ulysse. Qui connaît encore les Ajax? À part les produits ménagers. Je veux dire, qui se rappelle? Quand on va voir La Belle Hélène d'Offenbach, on rigole quand il y a la marche des rois, vous savez, pam, 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 bon, quand il y a Achille qui arrive, tout le monde rigole. Je suis le bouillant Achille, parce qu'il a une armure à son talon. Agamemnon, ça va. Mais au début, il y a le couplet qui dit « Ces rois remplis de vaillance, c'est les 2 Ajax ». Et chaque fois que je suis allé revoir La Belle Hélène en représentation, je vois les gens ne sourient même pas à ça, parce qu'on a oublié les Ajax. Ajax Ier, Ajax II, les 2 Ajax, c'est des héros qui ont disparu pour l'instant de notre mémoire. Pourquoi? Alors que c'était quand même... Ils étaient très, très populaires il y a quelques centaines d'années. Plus aujourd'hui. Donc des héros, les mythes meurent aussi. Et certains héros, certains super-héros ont disparu. Captain Marvel, qui se transformait en super-héros en criant Shazam. Et est-ce que justement, dans ces cas-là, est-ce que l'oubli, peut-être momentané d'ailleurs, n'est pas dû à l'inscription dans culturel et temporel et sociétal? Et on peut même parfois essayer, c'est ça qui est drôle, il y a des mythes qui sont créés. On essaye parfois de créer des mythes, vous savez, des héros. Un des plus beaux ratages, malgré tout, c'est Vercingétorix. Vous savez que Vercingétorix, c'est quand même une invention de la Troisième République. Avant la Troisième République, personne ne connaissait Vercingétorix, sauf ceux qui avaient fait leurs humanités et qui connaissaient le commentaire sur la guerre des Gaules de César, qu'il avait lu dans le texte, ou dans lequel il évoque ce chef Arverne. Mais c'est simplement au début de la Troisième République qu'on a décidé qu'il fallait un mythe national pour rassembler la nation qui était divisée, en plus la perte de l'Alsace-Lorraine, en plus, donc il fallait un mythe national, et si possible pas religieux, parce qu'on était en pleine séparation de l'Église et l'État, donc pas question de prendre Jeanne d'Arc, trop connotée, donc on a sorti ni Clovis, parce que Clovis, incline-toi, faire Sicambre, non, ça va pas non plus, donc on a sorti Vercingétorix. Et Vercingétorix, ça n'a pas vraiment pris. Enfin, on le connaît tous parce qu'on a tous eu les livres d'histoire, mais ça n'a pas pris. Comme les Gaulois, ça a pris. Le mythe des Gaulois, ça a pris. Nos ancêtres les Gaulois, ça a pris. Relisez la guerre des boutons
de Pergaud, les gosses, ils sont fous de l'histoire des Gaulois, mais pas de Vercingétorix. Il a fallu seulement attendre les années 60 pour qu'on ait le mythe gaulois. C'était Astérix. Et lui, c'est un mythe. Alors là, oui. Là, vraiment. Vraiment, fort, définitif. Vous voyez comment ça circule? Oui. Je voulais vous demander, il y a quand même, à mon avis, deux sortes de mythes. Le mythe Robinson Crusoe, c'est la victoire contre soi-même, dans un sens. Et puis les mythes où c'est la lutte du bien contre le mal. Et en fait, en ce moment, les plus grands films qui ont du succès, c'est quand même ceux où il y a le mythe de la lutte du bien contre le mal, du héros qui va sauver d'autres gens. Mais Non seulement lui-même, il se réalise, mais en sauvant d'autres gens, non? C'est-à-dire qu'il travaille toujours pour le bien commun, justement. n'oubliez pas, dans le cas des Ramassonnades, l'arrivée de Vendredi. Ah non, mais c'est fondamental, Vendredi. C'est pas seulement un adjuvant. C'est, dans l'esprit du temps, c'est le sauver, entre guillemets, parce qu'on va le civiliser au contact de Crusoe. Donc, à partir du moment où Vendredi arrive, il ne s'agit plus seulement pour Crusoe de triompher de l'adversité générale de la nature, d'apprendre à faire du pain qu'il rate lamentablement au début. Ensuite, ça va être justement de partager et de sauver Vendredi, qui lui-même a une histoire assez complexe derrière lui. Et je reviens à Stevenson. Parce que Stevenson, pourquoi c'est l'auteur le plus génial du monde? Parce que non seulement il a écrit L'île au trésor, qui est le roman d'aventure, mais il a aussi écrit Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et que vous mélangez les deux, vous mettez Dr. Jekyll et Mr. Hyde et L'île au trésor, vous avez Star Wars. C'est Jim Hawkins, c'est Luke Skywalker, et c'est aussi Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que Anakin Skywalker, il va passer du fameux côté obscur, c'est Hyde qui va... Et Luke Skywalker est sur le point de tomber du côté obscur dans l'épisode numéro 6, Le Retour du Jedi, à tel point d'ailleurs que dans les épisodes 4, 5, 6, il commence en blanc pour finir en noir. Il est sur le point, c'est marqué visuellement dans la trilogie, de voir que le côté obscur le tente. Et ce qui est fascinant dans le cas de Stevenson, c'est qu'il a construit deux mythes complémentaires. On ne peut pas comprendre L'île au trésor si on n'a pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde et inversement, parce que les deux vont ensemble. Et les grandes figures mythologiques sont basées là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, l'adversité, l'expérience de la mort, tout ça, mais il y a aussi le moment où le héros peut basculer. Et ça, c'est l'autre risque qu'il a. Celui que dans Tolkien, tous les personnages principaux sont confrontés. Ils sont tous tentés, à un moment donné, par l'anneau. Je veux dire, Frodo propose à Gandalf de garder l'anneau. Gandalf dit « Non, je ne peux pas ». Il résiste. Galadriel est sur le point. Faramir comprend qu'il a l'anneau et il résiste, alors que Boromir, lui, son frère, craque et finalement est tué parce qu'il est consumé par l'anneau. Et c'est toujours cette structure-là. Donc, dans ces mythes, vous voyez à quel point le travail est récurrent et va dans les profondeurs, quoi. On peut, et bien sûr, Harry Potter, pas Serpentard, surtout pas Serpentard, parce qu'il sait, au fond de lui-même, qu'il y a un risque s'il va à Serpentard, qu'il peut être tenté, parce qu'il a un côté Serpentard. Alors, c'est Gryffondor, mais dès le début, il sent qu'il peut y avoir un risque s'il va dans la classe de Serpentard. Et ça, c'est fascinant. Alors lui, justement, bénéficie de l'aide du grand magicien Dumbledore. Dumbledore. Ouais, c'est le Gandalf local, c'est le Merlin du coin, quoi. Voilà. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut, dans une société qui est très scientiste, aborder ce thème des aides de la magie et d'un ésotérisme qui est maintenant très, très fermé, très personnel et pris avec beaucoup qui est à prendre avec beaucoup de délicatesse, en tout cas. Parce que l'ésotérisme, on peut y mettre tout et n'importe quoi.
Mais l'ésotérisme, en tout cas, je parle surtout de l'ésotérisme occidental, que je connais le mieux, beaucoup plus que l'ésotérisme, on va dire, héritier du bouddhisme ou autre. Mais enfin, prenons l'ésotérisme occidental en spiritualité, en incluant même le soufisme, si l'on veut, repose, et c'est là où ça devient très amusant, et c'est ce qu'a montré Durand dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, sur des archétypes communs, visuels. Je veux dire, le plus bel exemple, c'est le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, les arcanes majeurs représentent des clés de lecture de l'imaginaire occidental fantastique. Et Durand a montré que, par exemple, les 4 couleurs du tarot dans les arcanes mineurs, c'est-à-dire, vous les connaissez, hein, la coupe, le bâton, le denier, hein, et l'épée, se retrouvent dans toutes les grandes structures imaginaires. Prenez le Seigneur des Anneaux. C'est quoi? Les anneaux, c'est le denier. Et autour du denier, il va y avoir d'un côté le bâton, c'est celui de Gandalf et des magiciens. Il va y avoir l'épée, c'est l'épée qui a été brisée, qui va être reforgée, celle d'Aragorn. Et puis bien sûr la coupe, c'est le miroir de Galadriel, ce sont les elfes. Et tout cet univers va se mettre ensemble pour faire le jeu de la Terre du Milieu. Ça, c'est fantastique. Et quand on veut faire des films, entre guillemets, ésotériques, ça marche rarement. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que certaines structures classiques de l'ésotérisme retrouvent, j'allais dire, presque en contrebande. Tenez, on parlait justement du Seigneur des Anneaux. Il y a une séquence dans Le Seigneur des Anneaux, dans la version longue, celle qu'on trouve uniquement en DVD. Je vous la décris très rapidement, elle est fantastique. C'est une séquence de liaison. C'est simplement, on voit Frodo et Sam qui quittent la comté. Gandalf vient de les laisser à l'aventure. Donc ils marchent, des plans dans le paysage. Et puis, à un moment donné, Sam s'arrête et il dit « ça y est ». Alors Frodo se retourne, il dit « ça y est quoi ?» Il dit « si je fais un pas de plus, je serai plus loin de chez moi que je n'ai jamais été. » Et Frodo arrive, « allez Sam, viens, courage. » Et Sam fait un pas en avant et il franchit ce cap. Alors, on peut dire que dans cette séquence-là, c'est le cas classique que Campbell explique du passage du seuil de l'aventure. Voilà, il prend son élan et il part vraiment à l'aventure parce qu'il sort vraiment de chez lui. Sauf que si vous voyez cette séquence, regardez l'arrière-plan. En arrière-plan, pour meubler le paysage, il y a un épouvantail. Et alors ça, dans tous les rituels d'initiation, dans toutes les structures initiatiques, quand un candidat doit franchir le cap de l'initiation, il y a quelque chose pour lui faire peur. Le cabinet de méditation des maçons, tout le monde le sait, c'est écrit sur les murs, on l'enferme, il y a un crâne. Il doit rédiger son testament, il y a marqué vitriol sur le mur. Bon, c'est un cas parmi d'autres, mais c'est très connu. Et attendez, sur l'épouvantail qui a les bras en croix, il y a 3 corbeaux. Et le corbeau, c'est classiquement en alchimie le symbole de la dissolution. La première étape de l'œuvre alchimique, c'est-à-dire que dans l'alchimie, quand on crée la pierre philosophale, on commence d'abord par l'œuvre noire, dont parle Yourcenar, c'est-à-dire la dissolution de la matière première, qu'on va ensuite raffiner, distiller, pour ensuite sublimer, pour obtenir la fameuse poudre qui va être la Renaissance. Alors, regardez, tous les blasons alchimiques, c'est toujours pareil. On commence par l'œuvre noire. Et dans tous les manuscrits alchimiques, dans toutes les planches, la figure classique de cette première étape de l'œuvre, c'est le corbeau. Alors, je vois un héros débutant qui doit franchir le seuil de l'initiation de l'aventure et derrière quelque chose qui fait peur avec 3 corbeaux dessus. Je me dis non, c'est pas possible, quoi. Surtout qu'en plus, l'épouvantail est supposé faire peur aux oiseaux et les oiseaux, ils sont sur l'épouvantail. C'est pas possible, quoi. Et encore plus fort, je veux dire, les corbeaux ont sûrement été rajoutés à la palette graphique après coup, en trucage numérique, quoi. C'est-à-dire que c'est tout un processus de création, ça n'a pas été improvisé comme ça. Quand je vois des images comme celle-ci se glisser en fraude, entre guillemets en fraude,
dans un récit classique et que je reconnais des images classiques qui appartiennent au blason, au pluriel, des livres d'alchimie, le Mutus Liber, regardez un livre d'alchimie chez Taschen en solde, enfin, je veux dire, c'est courant, je veux dire, ça fait partie des images classiques du genre. Je me dis que là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans les processus de l'imaginaire, parce que l'ésotérisme, c'est ça. L'ésotérisme, c'est des codes, des symboles archétypaux, eux aussi, qui servent à synthétiser des idées qu'on transmet d'une manière pas forcément sur le plan de l'intellect, mais sur le plan, alors là, selon la conception de chacun, à l'âme, pour ceux qui croient à l'âme, à la psyché, pour ceux qui croient à la psyché, à l'émotion, pour ceux qui sont simplement au niveau de l'émotion, mais en tout cas pas au niveau de l'intellect rationnel. Et c'est fantastique comme la voix humaine pour les contes et le cinéma dans son dispositif sont d'excellents vecteurs pour aller sur les émotions plutôt que sur la rationalité. Alors justement, si les contes continuent, enfin si les récits en tout cas, les conteurs les racontent toujours, c'est forcément qu'au moins celui qui le raconte le trouve utile et a envie de le porter aux oreilles de ceux aux oreilles des autres, de ceux qui l'entourent. Ça veut dire donc que ces grands récits-là ont une utilité de nos jours, peuvent encourager, rappeler des fondamentaux. Que nous racontent donc ces héros ou ces récits qui se sont inspirés des structures des récits originaux pour encourager notre société ici et maintenant, dans le monde dans lequel nous vivons. Mais ils nous racontent toujours les mêmes histoires. C'est ça qui est fantastique. C'est regardez, Superman. Alors, Superman, d'abord, il faudrait revoir Kill Bill numéro 2 parce que Tarantino fait une analyse de Superman extraordinaire à la fin quand il se retrouve face à Uma Thurman. C'est David Carradine, mais je ne vais pas le faire là parce qu'il a une vision très particulière de Superman, mais elle est très intéressante. Si, je la dis quand même, parce que vous parlez de la société, ce qu'elle nous dit sur la société. Tarantino, Bill, explique que Superman, il dit... c'est pas un très bon comics, pas tellement bien dessiné, mais il le dit textuellement. But the myth, le mythe, lui, est unique. Ça, c'est dans le texte du film. Et il dit pourquoi ? Parce qu'il y a toujours, dans les super-héros, le héros et l'alter ego. C'est-à-dire, quand Peter Parker se réveille le matin, il est Peter Parker. Il faut qu'il mette son costume pour devenir Spider-Man. Alors que Bruce Wayne, c'est pareil. Bruce Wayne, c'est Bruce Wayne, et puis de temps en temps, il se déguise en Batman. Alors que Superman, c'est l'inverse. Superman, il se réveille le matin, il est Superman. Les vêtements qu'il porte, il les avait dans la capsule. La couverture, c'est la couverture d'origine qu'il avait. Et il est obligé de se déguiser en Clark Kent pour se fondre parmi nous. Et qu'est-ce qu'il choisit pour se déguiser ? Là, c'est l'appréciation de Bill, qui est un personnage absolument odieux. Il dit, c'est quelqu'un de timoré, de lâche, de binoclard. Clark Kent est la critique par Superman de l'humanité tout entière. Et il faut que lui soit courageux à la place de Clark Kent. Voilà. Et ça, la vision est assez amusante. Mais c'est vrai que là, pour le coup, Superman est assez unique. Mais si on remonte plus loin, Superman, c'est une des histoires les plus anciennes de l'histoire de l'humanité parce que c'est une variation sur Moïse. Je rappelle l'histoire de Superman. Superman, c'est un extraterrestre qui vient de la planète Krypton. Et son nom de famille, c'est El. El comme Elohim. El comme un des noms de Dieu dans la Torah. El, même racine qu'a donné Allah. El. Il y a la famille, il y a Jor-El, il y a Kal-El. Voilà, c'est de cette famille-là. Donc, ils sont sur Krypton et il y a les scientifiques annoncent que la planète va être détruite et que c'est impossible de l'éviter. Donc, les parents de Superman décident de le sauver, lui. Et ils le mettent dans une nacelle
et ils le font partir, dériver dans les flots de l'espace. La planète est exterminée, la famille d'origine est exterminée, le peuple de L est exterminé. Je dis exprès, bien sûr, le peuple de L. Et l'enfant arrive sur Terre, où il est évidemment adopté par la famille américaine modèle, les Kent, qui vont l'élever. Et c'est seulement arrivé à l'âge du jeune adulte que le jeune L va comprendre, va avoir la révélation d'où il vient, parce qu'il va recevoir des messages qui avaient été transmis par la capsule et bien planqués sur le pôle, et qui va comprendre qu'il est un héros. Et à ce moment-là, il va devenir Superman pour devenir, non pas le libérateur du peuple hébreu, mais le porte-parole de l'Amérique et de l'Occident tout entier, et son protecteur. Et rappelez-vous qu'il y a une Bible dans tous les hôtels aux États-Unis et que dans l'imaginaire américain, les Américains se sont toujours, et écoutez Trump, identifiés au peuple hébreu. Pas juif, hébreu. Je fais une distinction. Les Hébreux, c'est-à-dire ceux qui ont fui la persécution, l'esclavage, la servitude, exactement, pas l'esclavage, la servitude en Égypte, et qui ont émigré pour fonder un nouveau pays guidé par l'Éternel. Les colons américains, qui venaient généralement fuyant les persécutions, soit ils étaient protestants, soit qui sont arrivés et qui ont colonisé en partant de l'Est les États-Unis, se sont totalement identifiés à l'histoire de l'Exode. Et Superman, évidemment, c'est une transposition. Mais notez bien que l'histoire de Superman elle-même n'est pas neuve. C'était déjà une transposition d'une histoire plus ancienne, celle du roi Sargon d'Akkad, qui a alors c'est un roi mésopotamien, qui a une histoire presque similaire. Il est d'une naissance obscure. Il y a une histoire, finalement, sa mère doit être exécutée parce qu'on le sauve, in extremis de la mort, en le mettant dans un panier bitumé, le mot est le même, et il est adopté, et c'est seulement arrivé jeune adulte qu'il comprend qu'il est d'ascendance royale et qu'il vient venir pour réclamer son trône. Et cette histoire, visiblement, a été récupérée en partie lors de l'exil à Babylone, et ensuite réadaptée bien plus tard pour faire, au moment de la mise par écrit du récit de l'Exode. Et d'où vient cette histoire d'enfant en danger, mis dans un panier et mis ensuite dans le mythe de l'enfant exposé, comme on le dit. Alors le mythe de l'enfant exposé, mais regardez les déclinaisons qu'il peut y avoir. C'est l'enfant exposé, c'est Romulus et Rémus, on le retrouve. C'est une histoire qui a l'air d'être une des plus anciennes qui existe dans notre imaginaire, on va dire, sémitique occidental au sens le plus large possible, c'est-à-dire en s'arrêtant à peu près à l'Inde, quoi. Donc, et Superman, aujourd'hui, revient dans League of Justice par les DC Comics avec Wonder Woman, qui, elle, est une survivante de l'Atlantide, et avec Batman, Bruce Wayne, qui, lui, est l'homme chauve-souris, celui qui a plongé au tréfonds de ses peurs pour prendre l'apparence de ce qui lui fait le plus peur, à savoir la chauve-souris, pour combattre le mal. Secoué. Et pourquoi pas le golem ? Parce que le golem, c'est une légende particulière qui est plus difficilement maniable parce que le golem, il faut bien le comprendre, n'a pas d'esprit. La seule transposition du golem qu'il peut y avoir, c'est le monstre de Frankenstein. Or, dans l'histoire de Frankenstein, le personnage intéressant, c'est le docteur Frankenstein, ce n'est pas la créature en elle-même. Rappelez-vous l'histoire du golem. Donc, c'est le Rabbi Loew de Prague qui, d'après la tradition, construit cette créature en étudiant certains textes de la Kabbale. Alors là, il y a plusieurs variantes, peut-être le Sefer Yetzira, en tout cas l'histoire, enfin le principe de la Kabbale, comme quoi il y a, par les lettres, il y a la possibilité, en manipulant les lettres, en faisant de la guématrie, de trouver les formules de la création.
Le Sefer Yetzira, c'était le livre de la formation. Et selon les variantes, il y a un mot qui est mis sur le front ou le cœur du golem, selon les versions, qui est Emet, la vérité. Et il suffit d'enlever le Aleph pour qu'il reste Met, Mat, mort. Donc c'est une mécanique, le golem. Et ce n'est pas possible de s'identifier à une mécanique. C'est pour ça d'ailleurs que le monstre de Frankenstein, on a essayé de l'humaniser dans le deuxième, La fiancée de Frankenstein, mais très rapidement, il est redevenu un monstre mécanique. Et c'est dans les années 50-60, c'est le docteur Frankenstein qui est devenu beaucoup plus intéressant parce qu'on s'est rappelé le sous-titre du roman de Shelley, rappelez-vous, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Donc c'est le mythe de Prométhée, mais ça s'applique aux créateurs, aux savants, et pas à la créature. Parce que la chose, c'est que Moïse, il a une quête, mais Superman, Krypton est détruit. Oui, Krypton est détruit, donc il ne peut plus retourner, il s'est un exilé. Ce qui est toujours assez intéressant. Ce n'est pas le seul cas de figure. Il y a comme ça Oedipe, finalement, est arrivé dans un royaume qui ne croit ne pas être le sien. Il y a c'est un exilé qui a pris conscience de sa nature d'exilé qu'arrivé à l'âge adulte, ce qui est encore plus étrange. C'est pour ça que Superman tranche vraiment avec les autres super-héros. C'est un héros très difficilement maniable. En plus, il est embêtant, Superman, parce qu'il est invulnérable. Donc, il a fallu trouver des trucs scénaristiques pour le rendre vulnérable. Donc, il fallait trouver des minerais venant de sa propre planète, ce qui n'est pas toujours évident. La fameuse kryptonite. Donc, il y a tout un code à propos de la kryptonite. Donc, c'est pour ça que c'est un héros difficile, parce que c'est le seul héros, finalement, qui soit littéralement d'essence divine. Donc il est dur à manier et en même temps il représente tellement de quelque chose d'ancien qu'il est bien sûr il revient régulièrement. Donc c'est en cela qu'il est vraiment unique et qu'il tranche avec. Et d'ailleurs c'est intéressant de le voir maintenant lié à Batman, qui est au niveau du super-héros et son opposé complet, parce que Batman lui n'a aucun super pouvoir. Il est super riche, il a du super matériel, il est super entraîné, mais il n'a pas de super pouvoir. Donc, et pour vous donner une idée de comment les mythes peuvent fonctionner, il y a longtemps, il y a eu un épisode dans la bande dessinée, je veux dire. C'est pas la première fois qu'on mélange au cinéma. Enfin, au cinéma, on fait des crossovers, on mélange les super-héros, mais dans la bande dessinée, ça s'est fait depuis très très longtemps. Et il y avait un épisode assez ancien où Batman et Superman étaient capturés tous les deux par une sorte d'armée néo-nazie, de dictateurs dans un pays, enfin quelque chose d'assez étrange. Et pour contrôler... Alors, ils s'étaient condamnés aux travaux forcés, quoi. Ils étaient dans un camp de travail, littéralement. Et pour éviter que Superman ne s'évade, puisque Superman... On dirigeait sur lui un faisceau en permanence de kryptonite. C'est-à-dire qu'il y avait des minerais et puis on mettait un projecteur comme ça, projetant de la kryptonite, parce qu'ils étaient toujours en costume. C'était ça le côté absurde. Ils étaient dans un camp, mais toujours en costume de Batman et de Superman. Et du coup, ils ont l'idée du siècle, ils échangent leurs costumes. Donc, du coup, ils envoient la kryptonite sur Batman. Et Superman reprend des forces, alors qu'ils sont sur les costumes l'un de l'autre. C'était totalement absurde, mais en même temps, c'est génial, parce que ça montre bien la force du costume, la force le côté totalement abstrait des héros, qu'on est dans un univers vraiment autre, et que c'est aussi le costume qui fait la personnalité. Et pas ce qu'il y a vraiment sous le costume. Sans leur costume, il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de Superman, quoi. Et ça, c'était extraordinaire. Et c'est là que je me rappelle, vraiment, cet épisode m'avait beaucoup marqué, parce que, d'abord, j'ai trouvé que c'était idiot, et en même temps, c'était génial, parce que l'idée d'abord que les gardiens leur avaient laissé leur costume et leur masque était absurde. Tout était absurde sur un plan logique, et tout était parfaitement
rationnel, logique, limpide sur le plan du mythe. Et là, c'était une description parfaite de ce que pouvait être un héros mythologique.